Jean d'Ormesson et Frédéric Beigbeder, bonjour. Bonjour. Bienvenue en Suisse. Vous tenez conférences publiques ensemble, on va parler de ça, de vos livres bien sûr, de vos parcours respectifs. Alors, il faut rendre à César, c'est la Société de lecture de Genève et Delphine de Candolle qui a eu l'idée de vous accoupler. C'est très bien dit en cette période de mariage gay. Il faut qu'on annonce nos fiançailles. Je vous regarde et effectivement, il y a peut-être un peu un air de ressemblance. Je ne sais pas si vous trouvez ça, Jean d'Ormesson. Quand vous regardez, vous... Tiens, moi, il me semble qu'il y a 15 cm de moins pour moi et 40 années de plus. Et en plus, Frédéric n'est pas sourd. 40 années, 1925-1965. Ah oui, c'est vrai. 40 ans d'écart. Et puis, pour marquer cette différence, je n'ai pas mis de cravate. Voilà. Vous pourriez être non seulement père et fils, mais grand-père et petit-fils. Hein, Vous insultez souvent vos invités? C'est une bonne entrée en matière. C'est d'où le titre, pardonnez-moi. Oui, exactement. Et puis, alors, même physiquement, alors vous n'avez pas une beauté académique, vous avez ce qu'on appelle une gueule, l'un et l'autre. Vous êtes très cabotin, l'un et l'autre. Ça vous va, cabotin, Jean? Ah oui, oui. Ma famille m'a dit, tu vas devenir cabotin parce que tu fais du cinéma. J'ai dit, j'ai pas attendu le cinéma pour l'être. Vous disiez que vous étiez au bord de faire un jeûne médiatique. C'est possible, ça, pour vous? Ah, très, très possible. Non seulement possible, mais c'est vrai. Je pense que cette émission de télévision est probablement la dernière que je vais faire pendant plusieurs mois. Est-ce que vous y croyez, Frédéric Beigbeder? C'est la méthode qu'il a trouvée pour faire jeune, oui. Si je puis dire. Non, non, justement, c'est parce que je suis vieux. Si j'étais jeune, je brûlerais à la télévision. Vous aviez écrit, hein, je crois, mais vous aviez le projet d'écrire Adieu 1, Adieu 2, Adieu 3, faire vos adieux en plusieurs fois. Oui. Alors, quand vous dites que vous allez vous abstenir pendant des mois... Ben, j'en reviendrai, rassurez-vous. Si Dieu me prête vie et si vous m'invitez, j'en reviendrai dans un an. C'est comme vous savez, Charles Trenet faisait souvent ses adieux au music-hall. C'est fait partie du show business, hein, c'est normal. Alors, vous disiez que je vous insultais, pas du tout. Je vous tartine de compliments parce que l'un et l'autre, vous êtes des écrivains très connus qui jouent en jeu des médias et en même temps très reconnus, langue classique, lecteurs admiratifs. Combien de millions d'exemplaires cumulés, l'un et l'autre? Ça fait pas mal, hein? Bon, forcément, avec 40 années de plus, j'ai quelques millions de lecteurs. Mais à l'âge de Frédéric, j'avais sûrement beaucoup moins de lecteurs que lui. Ça, c'est une chose méconnue chez vous, Jean d'Ormesson. Vous êtes ce qu'on appelle un late bloomer. Vous êtes arrivé au succès tard. Hein. Vos premières années d'écrivain sont dramatiques. Oui, j'ai connu toutes les formes de déchéance, y compris le succès, mais d'ailleurs assez tard. Alors que Beigbeder, lui, ça a marché très vite. Non. J'ai fait 5 romans qui ont été des bides complets. Et c'est seulement à partir de l'an 2000, 99 francs, qui a rencontré le public. Et je ne m'explique pas pourquoi, d'ailleurs. Est-ce que vous avez souffert, l'un et l'autre, de ça? Oscar Wilde vivait dans la terreur de ne pas être incompris. Je pense que c'est tout à fait sain de ne pas être compris. Donc ça ne me dérangeait pas du tout. J'aurais même pu vivre toute ma vie en écrivant des livres pour moi-même. Être compris et vendu, c'est pas mal quand même, non? Ça donne du temps. C'est ça le luxe pour un écrivain, c'est d'avoir du temps pour travailler. Et l'argent permet ça. Jean d'Ormesson, vous avez souffert. On dit toujours Jean d'Ormesson, écrivain du bonheur, etc. Vous avez vous avez pleuré? D'abord, sans aucun paradoxe, le succès n'est pas nécessairement très bon signe pour un écrivain. Les exemples sont innombrables dans le passé d'écrivains qui ont eu des succès considérables, comme Eugène Sue ou comme Ponceau du Terrail, qui sont absolument oubliés. Henri Bordeaux n'est pas en très bonne forme, Bourget non plus, et c'est Rimbaud, Lautréamont et James Joyce qui sont dans les ouvrages de littérature. Donc il faut rester évidemment très modeste. Et je me rappelle que quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'affection, qui était Bernard Franck, m'avait dit « Tu ne seras jamais un grand écrivain parce que tu n'as pas assez souffert ». Oui, c'est vrai. Malraux, je crois, disait « Au-dessus de 30 000, c'est toujours un malentendu ». Mais c'est un malentendu qui est agréable. La première fois que j'ai signé un contrat avec Gallimard, je me rappelle que Claude Gallimard avait apporté, on voit bien pourquoi, il avait apporté une lettre de Michaud
qui m'a montré, où Michaud disait « Je vous confie mon manuscrit, je vous serai reconnaissant de veiller à ce qu'il ne dépasse pas 5000 exemplaires. » Formidable, hein? Vous avez en commun d'avoir beaucoup écrit l'un et l'autre aussi sur les autres auteurs, hein, comme critique, comme sur les grands auteurs, sur les petits auteurs. Si on remonte au tout début, vraiment les auteurs qui vous ont donné l'envie de lire, d'écrire, c'était qui? S'il fallait en citer un père, une mère en littérature, vous diriez qui, Jean d'Ormesson? Oh, bah, naturellement, Chateaubriand, bien entendu, Homère. J'ai lu et relu l'Iliade et l'Odyssée, probablement Les Mille et une Nuits, qui est un livre irrésistible. Et beaucoup plus tard, j'avais commencé à le lire à 14 ans et il m'était tombé des mains, c'était Proust, et je l'ai repris à 18 ans ou à 19 ans. Et évidemment, je me suis surtout beaucoup amusé avec Proust. Je suis de ceux qui pensent qu'un grand écrivain est un écrivain amusant. Je défendrais volontiers l'idée que Chateaubriand est très amusant, que Corneille est irrésistible, que Racine est très drôle. La source du roman, la naissance du roman moderne, c'est l'ironie. C'est Don Quichotte, c'est-à-dire que c'est un livre qui est une parodie, un pastiche comique des romans de chevalerie, puis après Rabelais, bien sûr. Vous, Frédéric Becbédé, vous dites une chose extraordinaire, vous dites les écrivains ressemblent à leurs livres, hein, leur visage, le ton de leur voix. Oui, d'ailleurs c'est vrai que quand un écrivain ne me plaît pas physiquement, j'ai du mal à avoir envie de le lire, c'est bizarre. Mais moi je répondrais des choses moins littéraires. J'ai commencé à lire des bandes dessinées. Je pense que René Goscinny est un des écrivains qui m'a fait découvrir le livre. Jean d'Ormesson dit moi aussi, Bibi Fricotin pour vous, non? Bien sûr. C'était des bandes dessinées aussi, qui ne disent plus rien. Quand je vais dans des lycées ou dans des écoles et que je parle de Bibi Fricotin et même des pieds nickelés, ça ne dit plus rien aux jeunes gens qui ont 15 ans aujourd'hui. Bicot, frère de Suzy, qui dit à sa sœur est snob, Suzy est snob, et Bicot, qui ne veut pas mettre ses culottes de velours, dit à Suzy, je dirai à ces dames que tu as découpé mes culottes dans les rideaux du salon. C'est extraordinaire. C'est irrésistible. Votre plus ancien souvenir de phrase, Jean d'Ormesson, vous arrivez à trouver ça, là, au plus profond de votre tête, la plus ancienne phrase que vous ayez en tête? Parce que là, vous citez des souvenirs très anciens déjà. Oh oui, je crois des phrases de Croquignol ou de Ribouldingue ou de Filochard. Vous voyez qui c'était? Bien sûr, oui. Les pieds nickelés, c'était irrésistible, qui font des farces extraordinaires. Frédéric Becbédé. Chez Dumas, un pour tous, tous pour un. Alors ça c'était... Parce que c'est vrai que... Bon, moi j'ai commencé par pas mal de romans comme ça, des romans de cap et d'épée, des choses avec des rebondissements, voilà. Mais aussi, je dois rendre hommage à San Antonio. Je pense que s'il n'y avait pas eu Frédéric Dard, je n'aurais pas eu d'intérêt pour les livres. Parce que là, je suis tombé amoureux de cette langue. Là, on entre dans les différences quand même. San Antonio, c'est pas votre tasse de thé, Jean d'Ormesson, franchement. Écoutez, je pense que l'Académie a eu tort de ne pas élire Dard, parce que San Antonio, c'est quand même la création d'un style. Et il vivait en Suisse, non? Oui, bien sûr, il était absolument en Suisse. Est-ce qu'elle aurait raison de lire Frédéric Becbédé, par exemple? Oh là, c'est compliqué, là. Ça, c'est vraiment compliqué, hein. C'est bien, il est un peu... Alors... Vous êtes candidat, Frédéric Becbédé? Non, pas du tout. Mais il faudra bien un jour. Vous avez déjà lu du blanc dans la barbe, là, vous êtes prêt? Réglons un peu cette question. Réglons un peu cette question. Allez, quelques visites. Je sais pas, moi, j'aime bien ce que dit Jean sur l'Académie. Il dit, les honneurs, il faut les avoir pour en être débarrassé, c'est un peu ça. Oui. Donc c'est pas mal. Bon, mais moi, je suis déjà académicien, je suis à l'Académie des lettres pyrénéennes. Ah, c'est très bien. Oui, c'est déjà très quelque important. chose. Jean d'Ormesson, vous venez d'un autre monde. Hein. Tous ceux qui vous ont lu se souviennent d'anecdotes incroyables sur vos tantes qui ne savaient pas ce que c'était que la pédérastie. Oui, je crois que c'était un coureur à pied. Ouais. ou ces codes de langage de très ancienne bourgeoisie, où dire par exemple 20 heures était très vulgaire. Oui. Dire manger au lieu de dîner était le sommet de la honte. Oui, c'était très intéressant parce que j'étais, par exemple, en cagne ou anormal. Et puis je venais à Saint-Fargeau, que j'ai dépeint en week-end,
que j'ai dépeint dans Au plaisir de Dieu. Et à Saint-Fargeau, ma famille, les voisins, pour eux, Léon Blum, c'était un révolutionnaire avec un couteau entre les dents et le sang dégoulinait de partout. Et puis je retournais le lundi en Cagne, et là, Léon Blum, c'était le gérant de la bourgeoisie, n'est-ce pas, qui gérait les affaires du capitalisme au nom du socialisme. Frédéric, vous êtes d'une génération beaucoup plus récente, et pourtant c'est déjà aussi un autre monde. Hein. Oui, mais il y a une proximité du côté de ma mère, d'une famille aristocratique, et il y avait aussi pas mal d'interdits, des choses qu'on ne dit pas à table, des obligations. Par exemple, on n'avait pas le droit de dire ce midi. Ce midi, c'était considéré... J'espère que même vous ne dites pas ce midi. On n'en avait pas envie, de toute façon. Mais, oui, non, mais bon, bah, c'est sûr... Frédéric, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Soyez libérés, mais ne dites pas ce midi. Entre vos générations, il y a eu mai 68. Vous avez beaucoup écrit là-dessus, Frédéric Baudet. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que aimer, par exemple, est-ce que la manière d'aimer a vraiment changé? Qu'est-ce qui a changé? Ou est-ce que ça continue complètement? La manière d'aimer. Qu'est-ce qui a changé? Absolument tout. L'explication du temps où nous vivons, de ses difficultés, de ses joies, c'est que nous vivons un moment de fracture. Il y a eu quelques moments de fracture, probablement l'invention du feu, j'imagine. Et puis, il faut sauter beaucoup de temps. Et vous avez l'invention de l'écriture, qui évidemment change les choses. Et ce que nous vivons en ce moment est évidemment aussi important que l'invention de l'écriture, avec les mêmes réactions d'ailleurs, ou que l'invention de l'imprimerie. Vous savez que Platon est un peu hostile à l'écriture, qui n'est pas tellement loin encore de Platon. Il pense que avec l'écriture, on n'a plus besoin de savoir des choses par cœur, et donc que la culture est menacée. Et bien de la même façon, aujourd'hui, nous créons une menace de la culture parce que le numérique va remplacer le livre. Et le monde entier a évidemment, c'est un lieu commun, a changé plus en 50 ans que pendant les 10 000 ans écoulés. Vous, Jean d'Ormesson, vous n'avez même pas de téléphone portable, hein. Là, vous n'avez pas sur vous. Mais genre, j'ai pas de téléphone portable, mais j'ai pas de montre non plus. Et j'ai pas de machine à écrire. C'est courageux de dire qu'on n'a pas de montre à Genève, ça c'est vrai. Oui, c'est courageux. Il y a une grande marque horlogère, là, il ne faut pas citer la marque, mais derrière la baie vitrée. Je ne crains pas l'audace révolutionnaire. Frédéric Baudet, cette révolution numérique, vous l'avez critiquée aussi. Hein. Elle arrive là maintenant, ça commence vraiment à sentir le roussi pour le vieux livre. Oui, c'est apocalyptique, c'est une période très angoissante. En même temps, je me demande ce qui va se passer, comment par exemple, ma fille va grandir avec l'ensemble de la culture à sa disposition, instantanément, gratuitement, dans sa poche. Est-ce que finalement, on aura la curiosité d'y aller? C'est ça que je me demande. Est-ce que c'est pas bien, franchement, quand on googlise l'un ou l'autre de vos deux noms, on entre dans vos œuvres, il y a des extraits de Jean d'Ormesson, des extraits de Frédéric Baudet partout, il y a des vidéos de vous partout. Vous êtes des auteurs très contemporains, sur Internet aussi. Justement, peut-être que on n'entre pas dans l'œuvre, on n'entre pas dans le travail. On voit quelque chose de superficiel, les plateaux télé, quelques bêtises sur Wikipédia, généralement fausses, des citations tronquées. C'est pas ça la littérature. Si jamais on en fait, j'en sais rien, mais c'est vrai que ça demande du silence, de la solitude et du temps. 3 choses qui sont menacées de disparition précisément aujourd'hui. Vous êtes un moine, Frédéric Baudet. Vous êtes beaucoup plus monastique que Jean d'Ormesson. Non, lui aussi. Bien sûr, il a raison, le silence, la solitude. Mais j'ajouterais que, ne m'occupant pas beaucoup du progrès technique, je ne suis sûrement pas de ces gens qui disent comme c'était mieux avant. Je vous posais la question des générations, pas seulement pour la culture, pour la vie en général, pour les mœurs, pour le fait d'aimer. Vous avez beaucoup écrit sur l'amour l'un et l'autre. Est-ce que la façon d'aimer a changé? Est-ce que vraiment, entre vos générations, ça a changé? Ce que je pense, c'est que ce qui a changé, c'est que moi, je suis l'enfant de parents divorcés, donc je n'ai pas eu un modèle qui est le même
peut-être que celui de Jean. Je n'ai pas grandi dans un monde structuré. J'ai eu l'impression, après les années 60, en 70, d'être un enfant dans une nouvelle forme de famille recomposée, avec des beaux-pères, des belles-mères successives qui changeaient. Est-ce que c'était bien ça? Est-ce que c'était bien, Frédéric Beigbeder? C'était drôle, c'était assez drôle parce que je crois que c'est une génération qui c'est assez rare, qui s'est plus amusée que ses enfants. C'est-à-dire que les parents rigolaient, à mon avis, plus que leurs enfants. C'est ça qui a changé. Je crois que dans le cas de Jean d'Ormesson, il a dû probablement beaucoup plus s'amuser que ses parents. Mais peut-être que je me trompe. À ce qu'on me dit, d'après les rumeurs qui me parviennent, l'amour aurait beaucoup changé. Mais évidemment, je ne suis pas en mesure, comme Frédéric, de vous en parler. Vous avez tous les deux des réputations de très grands séducteurs, hein? Vraiment? Oui. Quelle chance! Ça vous fait rougir presque, Frédéric Beigbeder. Non, mais je rougis de contentement en écoutant Jean. Mais est-ce que l'amour change vraiment? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'on souffre toujours autant, de manière nouvelle, différente. Et ce qui est compliqué, c'est d'arriver peut-être à s'installer, à s'organiser dans ce chaos. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une sorte de folie de vitesse, de séduction permanente, de tentation multiples. Vous êtes grand dispensateur de citations l'un et l'autre. Hein. Depuis le début de l'émission, vous avez cité, je crois, Malraux, Platon. Qui est-ce qu'on a cité d'autre? Homère. C'est un effet de notre délicieuse modestie à l'un et à l'autre. Nous pensons que ce que nous disons a déjà été dit mieux que nous par des amis et des collègues qui sont Platon, Chateaubriand ou Proust. Alors, puisqu'on était à l'amour, j'ai retenu une citation faite par Frédéric Beigbeder sur les hommes et les femmes. Les hommes parlent aux femmes pour pouvoir coucher avec elles. Et la suite? Les femmes couchent avec les hommes pour pouvoir leur parler. Oui. Ça, c'est extraordinaire, Jean d'Ormesson. Alors, c'est très bien. Est-ce que c'est vrai? Ça me paraît frapper au coin du bon sens. C'est votre expérience, Frédéric Beigbeder? Mais c'est quelque chose. C'est vrai que j'ai souvent remarqué que il y a, en tout cas je trouve ça émouvant, un homme qui parle pendant des heures pour plaire, qui fait cet effort alors que c'était décidé dès le départ. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez. Peut-être c'est la source du roman, elle est là. D'ailleurs, Jean d'Ormesson comme moi, nous disons souvent que nous écrivons pour plaire aux dames. Et je pense qu'on n'aurait jamais écrit s'il n'y avait pas eu cette motivation-là. Et vous verrez, quand on vieillit, on apprend à se taire. Les dames, les bonheurs de la vie, l'un et l'autre. On a beaucoup dit de Jean d'Ormesson, écrivain du bonheur, mais vous aussi, avec tout l'autre versant de la vie qui est tragique parfois, mais la jouissance, les soirées, les bonheurs petits et grands. Vous citez souvent Gallimard avec son programme, qu'est-ce que c'était? Les femmes, les bains de mer? Les femmes, dans l'ordre. Ouais. Les femmes, les bains de mer, les livres. Mais aussi des choses beaucoup plus triviales. Vous avez beaucoup écrit sur les chemises, sur les souliers, sur les belles voitures. Oui, ça m'a passé un peu. Toulet disait, ne croyez-vous pas que ce que j'ai préféré dans la vie, ce sont trois choses, l'alcool, les femmes et les paysages. Oui. Mais il ne disait pas les livres. Non, l'alcool, les femmes et les paysages. Mais disons que plus que le bonheur, le plaisir est très important quand on écrit. Si l'auteur s'ennuie, il risque d'ennuyer son lecteur. Oui. Je pense qu'il faut arriver à se donner du plaisir, si je puis dire. Et ça n'empêche pas un désespoir. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de mélancolie chez d'Ormesson qu'il ne voudra bien l'admettre. La dernière fois que vous avez pleuré l'un et l'autre, c'était quand? Juste avant l'émission. Peut-être juste après aussi. On vous imagine mal pleurer, Jean d'Ormesson, par exemple. Vous avez toujours l'air tellement maîtrisé et tellement... Vous avez pleuré? Eh bien, en effet, il y a une formule de Vauvenargues que j'aime beaucoup. Il est indigne des grandes âmes de faire preuve des émotions qu'elles ressentent. Il y a du chagrin et de la tristesse dans tous les livres de Jean. Et il parle tout le temps de la mort. On dit que c'est un romancier du bonheur. C'est un romancier complètement métaphysique et macabre. Macabre et gai. Il y a l'appel des morts chez Jean d'Ormesson. Ça, c'est une tradition. Vous faites le compte des gens qui sont disparus, mais ça, c'est déjà chez Homère. C'est l'appel. C'est une grande tradition littéraire qui commence avec
dans l'Iliade l'énumération des bateaux par Homère, dans Rabelais la litanie sur les torches-culs, et puis ça se transforme chez Chateaubriand par l'appel des morts, le roi, le pape, le premier consul, et dans Proust, l'appel des morts de Charlus, qui dit Montmorency mort, Bréauté mort, Guermantes mort, et Proust dit, et à chaque fois, il le disait avec une espèce de joie qui rivait les morts dans leur tombe, n'est-ce pas? Le temps qui passe, Frédéric et Jean, dans l'ascenseur qui montait à ce studio, ça me frappait, vous parliez des courriers de lecteurs. Hein. Jean disant, moi je réponds à toute lettre avec son côté très grand bourgeois, très bien élevé. Et vous disiez, non, ça c'est du temps perdu. Moi je suis un sale gosse mal élevé. Je disais, il y a une guerre du temps. Il faut se battre quand on veut écrire, il faut se battre pour avoir du temps pour soi et pour travailler. J'ai vraiment l'air d'être le scrognonieux sur ce plateau, mais je crois que vous êtes d'accord. Le vieux, c'est vous, c'est ça que vous voulez dire? Oui, oui, moi je suis ronchon, et c'est vrai que j'ai pas mal sacrifié mon temps à des fariboles pendant pas mal d'années, et maintenant je suis vraiment... Il est bien. Je me bagarre pour mon temps. Évidemment, voilà. Il est bien, mais il est un peu vieux. Oui, c'est ça le problème. Vous avez, l'un et l'autre, vous avez beaucoup signé d'articles, certains oubliés, d'autres qui ont fait date. Dans Saveur du temps, dans Odeur du temps, dans Voici, vous avez beaucoup fait de critiques. Vous regrettez parfois ce temps perdu? Est-ce que c'est du temps perdu? Moi, je ne pense pas, parce que c'est très prétentieux ce que je vais dire, mais enfin, je les rassemble dans des livres. Je pense que j'essaie de mettre un tout petit peu de... de subjectivité et de personnaliser les choses pour que ce ne soit pas seulement du journalisme. Et d'ailleurs, le journalisme n'a rien de honteux. Bon, le journalisme, c'est pas bien, Jean d'Ormesson, franchement. Le journalisme. Paul Morand, qui avait été choqué par un de mes livres, qui était d'ailleurs affect, qui s'appelait Les Illusions de la mer, que je ne recommande à personne. Oui, il y avait des histoires d'hommes qui comparaient leur sexe, hein, c'est ça? Ouais. Voilà. Et Paul Morand, chaque fois qu'il me voyait, me disait surtout pas de pornographie et surtout pas de journalisme. Mais moi, j'aime la pornographie et le journalisme. Non, mais je pense qu'on peut utiliser la presse comme un exercice, un jeu, un entraînement. Et puis voilà, ça peut aussi être du plaisir d'écrire dans les journaux. Vous avez fait. Citer une fois de plus Homère, mais Peggy disait rien n'est plus vieux que le journal de ce matin. Et Homère est toujours jeune. Et Oscar Wilde, que nous aimons tous les deux, disait « Journalism is unreadable and literature is unread ». Le journalisme est illisible et la littérature n'est pas lue. C'est en effet Wilde, hein, je crois que vous avez le plus cité l'un et l'autre, si on fait le compte des dernières minutes. C'est quoi? C'est la dérision qui vous unit? Une distance? Il était assez profond, malgré tout, dans sa frivolité. Il était assez profond. Et quand il dit, par exemple, que la nature imite l'art, pour moi, c'est quelque chose de très, très fondamental, ça. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des caisses enregistreuses de la réalité, mais au contraire, c'est la réalité qui essaie d'imiter les livres. Le fameux exercice qui consiste à se regarder de l'extérieur, à se regarder marcher, vous le pratiquez, vous? Évidemment, l'état d'esprit où on imagine est tellement supérieur à l'état d'esprit où on observe. Vous savez que Balzac passe pour un observateur merveilleux, et en réalité c'est un poète. Je crois que lui-même disait d'ailleurs, on dit que je suis un observateur, je n'ai pas le temps d'observer. Merci Frédéric Becbédé, Jean d'Ormesson. Un mot l'un sur l'autre, qu'est-ce qu'il faut lire de l'autre? Faites la promotion de l'autre, je vous accusais d'être cabotin au début, faites le cabotin de l'autre. Jean d'Ormesson, qu'est-ce qu'il faut lire de Frédéric Becbédé? Là, aller en librairie, qu'est-ce qu'il faut commander? Ce sont des livres, dont tout le monde connaît les titres, qui ont eu des succès considérables et qui sont des livres très révélateurs de notre temps. Si vous voulez comprendre un des phénomènes les plus importants de notre temps, qui est la publicité, qu'est-ce que nous faisons ici? La publicité, eh bien il faut lire Becbédé, qui en ce sens est un merveilleux interprète des temps actuels.
Il y a un monument qui est la gloire de l'Empire, qui est une invention géographique, historique de tout un pays. Où Jean d'Ormesson s'est amusé. Oui, c'est un livre assez étonnant qui n'a rien à voir avec le reste de son œuvre, qui fait plus penser un peu au Seigneur des Anneaux, vous voyez, de Tolkien. On n'imagine pas que Jean d'Ormesson a écrit ce livre-là. Et puis, sinon, plus léger, moi j'ai un faible pour Le Vagabond qui passe sous une ombrelle trouée, qui est une de vos premières autobiographies, où il raconte sa vie, tout ce qui lui passe par la tête. Une formule de Mao. Merci à l'un et à l'autre. Je partais des âges, Jean d'Ormesson, vous êtes le grand-père rêvé par beaucoup de gens. Allez, imaginez que vous êtes le grand-père de Frédéric Becbaudet, vous lui tapez sur l'épaule. Quel conseil vous lui donnez? Continuez. Merci beaucoup. Merci.